Aucun d'entre nous n'était heureux dans l'est du Texas. On n'avait qu'une envie, foutre le camp d'ici. Mais on avait l'impression d'être enracinés comme des arbres. Quand je pensais à me tirer, je n'arrivais pas à imaginer le monde au-delà des marécages et des bois. Sauf Hollywood. À ça, j'en étais capable, vu que Maylie nous en parlait tout le temps. À l'entendre, ça avait l'air assez chouette, même si elle n'y était jamais allée. Pourtant, c'est là que j'aurais aimé être. Mais comme me l'avait appris Jinx, chie dans une main et rêve dans l'autre, et tu verras bien laquelle est pleine en premier. Elle disait la même chose à propos de la prière, mais ça ne m'a jamais tenté d'essayer. On décida de filer chez Mei-Ling, voir si son paternel était là, afin de lui apprendre la mauvaise nouvelle, et lui annoncer qu'il avait raté l'enterrement de sa fille. On se doutait bien que s'il était à la maison, quelqu'un l'avait déjà prévenu. Mais on n'avait rien d'autre à foutre, et pour tout dire, dans le cas où il aurait été absent, on voulait en profiter pour jeter un coup d'œil. C'était difficile à expliquer, mais je suppose qu'on n'était pas encore prêt à laisser partir Mei-Ling comme ça, et aller à l'endroit où elle avait vécu semblait un bon moyen de la garder dans nos souvenirs. Avec sa mort, beaucoup de mes espoirs s'étaient envolés. Je m'étais imaginé qu'il y avait une chance que Mei-Ling parte un jour pour Hollywood et devienne une star de cinéma, et qu'ensuite elle revienne nous chercher. Bon, je m'étais jamais vraiment demandé pourquoi elle l'aurait fait, mais si ce n'est qu'on aurait fabriqué une fois sorti de ce trou. Mais c'était toujours mieux que de penser que je finirais par épouser un type avec une chique de tabac calée contre la joue et une haleine puant le whisky, un gars qui me filerait une rouste au moins une fois par semaine et m'obligerait peut-être à relever et à attacher mes cheveux. Mais inutile désormais de penser à tout ça, puisque Maylie ne serait jamais une star. La vérité, c'est qu'en fin de compte, on ne la connaissait pas très bien. Quand on l'a ressortie du fleuve avec cette machine singère attachée aux pieds, ça faisait un bon mois que je ne l'avais pas vue. Et je crois que c'était pareil pour Terry et Jinx. D'après Jinx, Maylie avait atteint un âge où on estimait que traîner avec des gosses de couleur risquait de gêner une carrière de star. Elle ajoutait qu'elle ne lui en voulait pas pour autant, mais j'avais des doutes sur ce point, car Jinx était du style rancunière. Quant à ce qui est arrivé à Mei-Ling, j'avais ma petite idée sur la question. Elle était dingue de cinéma et serait montée dans n'importe quelle voiture pour aller en ville un samedi soir se payer une toile. Tous les types s'arrêtaient pour la prendre. Moi, en revanche, pour qu'on me prenne en stop, il aurait fallu que je me couche au milieu de la route et que je fasse la morte. Et il y avait même des chances pour qu'on m'écrase, comme un vulgaire cadavre. Il n'était pas impossible que Mei-Ling ait fini par monter avec la mauvaise personne, un vendeur colérique de machines à coudre singère, par exemple. C'était un peu tiré par les cheveux, mais mon travail de déduction valait largement celui du policier Higgins. Pour aller chez Mei-Ling depuis notre rive, il fallait marcher 16 kilomètres jusqu'au pont, puis traverser et refaire les 16 kilomètres dans l'autre sens. On pouvait aussi franchir le fleuve en bateau pour rejoindre sa maison qui était juste en face. Ça nous évitait plusieurs heures de marche. On prit donc la barque de mon père, celle qui avait un petit trou dans le fond, pendant que je ramais avec Terry, Jinx et Copé avec la boîte de café. Au bout d'un moment, je la remplaçai. Les arbres se penchaient au-dessus du courant. De longues lianes et des grappes de mousse pendaient jusqu'à l'eau. Comme toujours, des tortues et des serpents nageaient autour de nous, des oiseaux aux longues pattes plongeaient pour attraper des poissons, et des petites bestioles voletaient à la surface, comme des danseurs. On ramait depuis un bout de temps, quand Jinx s'exclama. « Vous avez entendu ?» Entendu quoi demanda Terry. Il avait gardé sa cravate, mais l'avait desserrée pour pouvoir respirer. Des cliquetis. On arrêta de ramer et on tendit l'oreille. Je perçus quelque chose en effet. Ce sont des arbres qui s'entrechoquent et se frottent dans le vent, répondit Terry. Comme ils ont poussé trop près les uns des autres, ça fait ce bruit-là. Tu as vu comme ça souffle tout à coup? J'observais la forêt, le vent la secouait, c'était vrai, et il dessinait aussi des rides sur le fleuve. Ça vient peut-être du vent, mais ce ne sont pas les arbres qui produisent ces tintements. Ce sont des ossements. Les ossements, répondais-je. Du doigt, Jinx indiqua la rive, là où les ronces et les broussailles formaient un épais rideau autour des pins, et elle ajouta. Skunk vit quelque part là-bas, dans les forêts. Il enfile des os sur des ficelles, et quand le vent souffle, les os se cognent,
les uns contre les autres, des os humains. C'est ça qu'on entend. Les chocs des ossements. Mais ton skunk n'existe pas, rigola Terry. C'est un conte de bonne femme. Comme cet homme chèvre censé se planquer au fond des forêts. C'est juste une histoire pour effrayer les gosses. Jim secoua la tête. Bien sûr que Skunk existe vraiment. C'est un vieux noir très grand, plus rouge que noir, avec une grosse touffe de cheveux roux en broussailles. À ce qu'on dit, il y a accroché le cadavre desséché d'un rouge-gorge bleu. Ses yeux noirs sont aussi noirs et inexpressifs que les boutons d'un manteau. On raconte qu'il est capable de se déplacer aussi silencieusement qu'une brise et de passer des jours entiers sans dormir. Il peut vivre des semaines en buvant l'eau des marais et en mangeant des racines. Et comme les seuls bains qu'il prend, c'est quand il tombe dans le fleuve ou qu'il se retrouve saucé par la pluie, il pue comme un putois et on le repère de loin rien qu'à l'odeur. Ne sois pas ridicule, lança Terry en éclatant de rire. C'est un sang mêlé, séminole, cherokee ou ce genre-là. C'est pour ça qu'il a la peau cuivrée. Avant, il courait les bois dans les marais des Everglades en Floride. Il tue de sang-froid et pour le plaisir. Personne ne vient le déranger à moins d'avoir besoin d'attraper quelqu'un ou le plus souvent de l'assassiner. Il tranche les mains de ses victimes et les rapporte pour prouver qu'il s'est bien acquitté du boulot qu'on lui a confié. Même s'il existe un type nommé skunk qui se balade avec un oiseau accroché au tif, intervint-je, je ne pense pas que ce bruit vienne d'ossements accrochés devant chez lui. Terry a raison. Ce sont les cimes des arbres qui se frottent. J'ai déjà entendu ça avant, et pas seulement ici. Tu vois, ils n'habitent pas toujours au même endroit. Et même si c'est des arbres et pas des os, ça ne veut pas dire pour autant que Skunk n'est pas quelque part par là. Je connais des gens qui l'ont vu. Et un type un jour m'a expliqué l'avoir embauché parce que son épouse s'était barrée et qu'il voulait que Skunk la retrouve. D'après lui, Skunk a mal compris sa demande, ou alors il s'en foutait. Il lui a simplement rapporté ses mains, coupées à la hachette au niveau des poignets. Le vieux, qui m'a raconté cette histoire, a ajouté qu'il n'avait pas osé demander où était le reste de sa femme, et il a décidé de payer le prix prévu. Mais Skunk a refusé l'argent. Il voulait toutes ses couvertures, toute la bouffe qu'il avait mise en conserve pour l'hiver, et aussi son plus gros chien de chasse. L'autre lui a donné tout ça sans discuter. Skunk a emporté son butin dans une brouette. Le cabot, attaché par une corde, marchait à côté de lui. Le vieux savait que Skunk n'utilisait jamais de chien de chasse, vu qu'il avait un meilleur flair que n'importe lequel d'entre eux. Il était probablement destiné à son dîner. Ouais, c'est ça, ricana Terry. Et il est aussi accompagné par Babe le bœuf bleu. Et avec son lasso, il peut capturer une tornade et la monter, comme s'il s'agissait d'un cheval sauvage. Cette blague énerva tellement Jinx qu'elle faillit se lever dans la barque. Je ne te parle pas de Bunyan, ni de Pecos Bill. Tu me fous les boules. C'est pas une légende. Il existe vraiment. Et fais gaffe de ne pas le croiser. Pardon, Jinx, je ne voulais pas te mettre en colère, dit Terry. Eh bien, t'as pourtant réussi. Et pas qu'un peu. Allez, désolé, répéta Terry. Vas-y, Jinx, intervint-je pour soulager son honneur offensé. Finis de nous raconter ce que tu sais sur ce monstre. Ne parle pas beaucoup. Sauf avec les gens qu'il va tuer. On dit qu'il ne sait pas vraiment parler d'ailleurs. Il fait juste de drôles de bruits avec sa bouche. Je suis au courant de ça parce que papa connaît quelqu'un qui a réussi à lui échapper. Un coup de bol. Skunk avait été embauché pour le retrouver. Il l'avait attrapé et attaché à un arbre avec l'intention de lui trancher la gorge et de lui couper les mains. Le pain auquel était ligoté le pauvre gars se trouvait sur la berge de la Sabine, et il était très vieux. Au début, le type ne l'a pas fait de manière consciente, mais il a poussé avec ses pieds comme pour s'éloigner autant que possible de Skunk. Et l'arbre était plus pourri qu'il n'y paraissait, parce que des fourmis avaient bouffé le bas de son tronc. Le prisonnier sentait les bestioles qui lui couraient dessus et le mordaient, mais il ne leur en voulait pas, parce qu'il avait pigé qu'elles avaient rongé le bois. Du coup, il a poussé plus fort des pieds et du dos, et l'arbre a fini par se briser et plonger à la baille. Il a été emporté par le courant, en tournant sur lui-même, ce qui a permis à ce mec d'avaler une gorgée d'air chaque fois que sa tête sortait de l'eau. Plus tard, le tronc s'est disloqué entièrement et les cordes se sont défaites. Le pauvre gars
a nagé jusqu'à un banc de sable où il s'est reposé. Et puis il est parti se réfugier sur l'autre rive. Bien sûr, tout ça ne lui a servi à rien. D'après mon paternel, plus tard, il a disparu pour de bon. Il n'avait pas eu assez de jugeote pour aller se planquer là-haut dans le nord ou bien filer vers l'ouest, et il avait préféré rester à traîner dans le coin. Papa pense que Skunk a dû finir par le coincer. Skunk n'est pas du genre à abandonner une piste, même s'il peut s'en détourner un certain temps quand il commence à s'ennuyer, mais une fois que ça l'excite de nouveau, il se remet au boulot. Il finit toujours par revenir, et il ne renonce pas tant qu'il n'a pas attrapé la personne qu'il recherche. Et pourquoi devait-il choper cet homme-là demanda Terry. Aucune idée. Quelqu'un a embauché Skunk pour ça, et Skunk a fait son job. J'imagine qu'il lui a tranché les mains et les a apportés à son commanditaire. À moins qu'il les ait gardés pour lui, je ne sais pas. Pour ce qui est du cadavre, je parie qu'il pourrit quelque part dans la forêt et qu'on ne le reverra plus jamais. Le bateau dérivait paresseusement vers la rive. On recommença à pagayer. Il est là-bas, dans ces bois, reprit Jinx, qui n'en avait pas encore terminé avec son histoire. Dans la partie la plus sombre. Il ne fait rien. Il attend simplement que quelqu'un vienne l'embaucher. Là-bas, quelque part. Il est assis dans sa tente en peau, avec tous ses os suspendus autour d'elle, qui cliquettent dans la brise. Quand il veut changer d'endroit, il les enveloppe dans sa tente qu'il attache sur son dos, et il se met en route, vers son nouveau campement. Il patiente jusqu'à ce que quelqu'un ait besoin de lui. Pour ça, on demande à l'un de ses cousins d'aller le retrouver dans les bois, vu qu'il ne laisse personne d'autre l'approcher. Et il paraît que même ses cousins ont peur de lui. Pourquoi est-il comme ça, voulus-je savoir. Sa mère ne le supportait plus, parce qu'il était dingue. Et donc le jour de son 10e anniversaire, elle l'a amené faire un tour en barque sur le fleuve. Puis elle l'a balancé par-dessus bord et lui a filé un coup de pagaie sur la tronche. Mais il n'est pas mort. Il a simplement été assommé, et il a flotté jusqu'à la berge. Il s'est mis à vivre dans les bois le long de la Sabine. Plus tard, on a retrouvé sa maman, avec les mains coupées et le crâne défoncé par une pagaie. Mais bien sûr, ironisa Terry. Ben, tu peux te marrer autant que tu veux, mais tu ferais mieux de me croire. Skunk est dans le coin, et si jamais tu te retrouves nez à nez avec lui, ce sera la dernière chose que tu feras de ta vie.